Alors, je sais pas si je suis arrivé en ligne, donc la connexion a coupé. C'est moins la connexion qui a coupé que je sais pas, mon ordi qui a un peu coupé, quoi. Du coup, je suis contraint là de réinstaller un petit peu mon setup. Voilà, il est installé comme on a pu. Hop, je retourne sur la première scène. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, normalement, on devrait un petit peu m'entendre. La leçon de hip-hop est là. Ok. Bon, bah, on est reparti, quoi. On est parti pour un stream d'une petite heure, quoi. Pas forcément beaucoup plus, quoi. Euh, J'avais vraiment envie de garder un petit peu le rythme, quoi. Je vais relancer un petit peu mon petit message. Voilà, allons-y. Hop. Et donc on y va. On va se reconnecter au chat. Voilà, c'est parti. Allons-y, essayons de développer un petit peu ce que je voulais développer un petit peu pour ce soir, quoi. C'est vrai que la question du jeu m'a pas forcément toujours intéressé dans la mesure où je l'ai trouvée très bourgeoise en fait cette question-là. Elle hantait un petit peu mes cours de littérature à la fac, quoi. Et elle a fini par me fatiguer en fait, quoi. Et donc c'est vrai que j'ai été beaucoup plus attiré à un moment par la capacité d'effacer le jeu en fait derrière une histoire qu'on était susceptible de raconter. Donc c'est vrai que c'est une problématique que progressivement j'ai laissé un petit peu tomber, la problématique du jeu. Maintenant, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'y retourner et notamment à cette époque-là, j'ai à la fois découvert les univers des mangas, je me suis à la fois lancé dans une découverte très enthousiaste de la littérature épique, de son évolution dans l'histoire, et en même temps, la bande dessinée, qui était encore un peu très méprisée à l'époque et qui était en recherche de légitimité, était en France justement très marquée par l'autofiction et par l'autobiographie. À travers des œuvres qui, en revanche, me titillaient particulièrement, que je trouvais passionnantes, qui sont le Persépolis de Marjane Satrapi ou cette œuvre extraordinaire qui est l'Ascension du haut mal de David B, voire même certains morceaux de Trondheim, certains morceaux de Sfar, surtout l'œuvre de mon auteur de bande dessinée préféré qui était Larsenet à cette époque-là, et qui avait développé, alors avant Blast, une épopée assez extraordinaire à travers, euh, à travers le récit, comment ça s'appelait, euh, avant le retour à la Terre, je me rappellerai plus là, mais où il parlait de son père, etc., quoi. Et c'est vrai que, et donc du coup, j'étais un peu pris entre deux, quoi. C'est-à-dire à la fois dans l'univers non bourgeois que j'essayais d'investir, moi qui avais une culture très légitime à la base, hein. Moi j'écoutais de l'opéra, je lisais du théâtre, je lisais du roman et tout, etc. Et j'avais pas une quête de légitimité, mais entre 18 et 20 ans, j'ai dévoré du roman et tout, quoi. Et en même temps, en parallèle, au moment où j'essaye de fuir le roman, de fuir l'autofiction, de fuir Dorit Cohn, de fuir enfin, tous les critiques du jeu, quoi. Je me jette dans la bande dessinée française et bam, je me retrouve à me cogner encore face à des récits du jeu. Euh, et là, j'ai eu une espèce de double révélation. La première, en fait, c'est que j'ai commencé à me prendre de passion sur la construction de la subjectivité en Occident. Et le fait que le jeu a été une construction progressive et une conquête progressive, ce qui a remis beaucoup de choses en question en moi. Et de l'autre côté, en fait, en parallèle de ces découvertes en sciences sociales, je découvrais en même temps le fait que le, le fait que qu'un jeu prononcé
était forcément irréalisé, que dire je, c'était entrer dans un devenir fiction. Que au moment où je découvrais qu'il y avait une construction du jeu et une conquête du jeu siècle après siècle en Occident, je découvrais en même temps que l'authenticité était une blague en fait, quoi, et que dire jeu dans un récit, c'était avant tout entrer dans un travail d'irréalisation, dans un devenir personnage en fait, quoi, quelque chose comme ça. Ce qui m'a fait réfléchir aussi sur ma life, quoi. Salut Rafa. Ouais, j'ai eu des soucis de connexion. Bon, on est que tous les deux, hein. Je pense que Marcel, il est là, mais il a autre chose à faire, Marcel, là. Il faut qu'il rentre dans les sons, là. Il a autre chose à faire. Donc, je pense on est surtout tous les deux, quoi. Euh, ouais, non, j'évoquais, mais bon, tant pis, je vais aller quand même jusqu'au bout. Je vais streamer une petite heure, quoi. Et je vais quand même aller un petit peu au bout de ça, en fait. J'évoquais mon rapport avec la littérature du jeu. Et le fait qu'à la fois c'est une littérature que j'ai fui en fait à la fac, quoi, et qui m'a amené à me réfugier d'ailleurs du côté de la littérature épique ou du côté de la culture pop, et qui en même temps me revenait comme un ricochet, puisque c'est une époque où je dévorais beaucoup de bandes dessinées français, et que de Marjane Satrapi à David B en passant par Larsenet, ou même dans de la BD américaine que je lisais à l'époque, quoi, même du Dave McKean euh, euh, on était quand même, ou du David Mack, quoi, on était quand même face à de la littérature hantée par une subjectivité qui se dit, quoi. Et là, et je pense que ça vaut le coup de revenir un petit peu en arrière, il y a une autrice qui est très très importante, une critique littéraire qui est très très importante, qui s'appelle Dorit Cohn. Et Dorit Cohn a écrit un livre, je ne sais pas si elle est française ou anglaise, je crois qu'elle est anglaise et que ça a été traduit en France, quoi. Mais elle cite énormément de littérature française. Elle a écrit un livre qui est très très important dans les études littéraires qui s'appelle La transparence intérieure. La transparence intérieure. Dans lequel elle évoque la naissance de ce motif qui était déjà connu à l'époque comme étant le stream of consciousness, le flot de conscience. Et qui décrivait à la fois, et pour moi à tort, la littérature anglaise, non pas américaine, du XXe siècle, Joyce et Virginia Woolf en tête, quoi, et notamment qui cherchait dans la littérature française les origines de certains choix stylistiques qui étaient pris par Joyce dans son Ulysse et qu'il a trouvé du côté du Dumouriez, dans un texte qui s'appelle Les Lauriers, etc., quoi. Ou dans certains passages de Proust, etc. Qu'est-ce que c'est que suivre, que la littérature du jeu qui suivrait un flot de conscience? Alors, moi, en même temps, je lisais beaucoup Virginia Woolf, et notamment, je suis un fan absolu de Mrs. Dalloway, et je trouvais qu'il n'y avait rien de moins auto-fictionnel, enfin, il n'y avait rien de moins stream of consciousness que Mrs. Dalloway, qui me semblait être un poème, en fait, qui liait, à travers la figure de l'arbre, de la descente des escaliers, d'autres tropes personnelles poétiques, l'intégralité des personnages, une espèce de toile d'araignée. Et donc moi j'avais l'impression d'être face à une construction qui était très poétique, quoi, dans laquelle il y avait des obsessions d'auteur qui étaient comme ça objectivées et réparties entre les figures de ces différents personnages, quoi. J'ai pas l'impression d'être dans un exercice d'introspection ou d'exploration d'un jeu. Pareil pour Joyce, en fait, quoi. Et en revanche, je trouvais qu'en parallèle, effectivement, contrairement à ce qu'on a voulu, ou ce qu'elle essaye de nous faire dire, le jeu est présent dans la littérature française, en tout cas depuis très longtemps, à deux niveaux. La première, c'est que il ne faut pas oublier que la littérature a un ancrage énonciatif fort, et que la littérature et l'intégralité de l'établissement des figures de style, quoi, c'est une érection qui est liée à la rhétorique, quoi, et que cette rhétorique ne peut pas être pensée en dehors des conditions de sa profération, des conditions de profération de la parole. C'est des régimes de prise de parole, la rhétorique. Et donc c'est un système en fait qui essaye de décrire les différents régimes de prise de parole en public, quoi. Donc
soit orienté sur le passé, le présent, le futur, le panégyrique, l'accusation, le blâme, le récit, enfin, et qu'on était dans, euh, dans le fait d'assumer la présence d'un jeu sur scène, mais un jeu qui était doublé, en fait, qui tendait pas vers une intériorité, qui n'était pas une idée connue, en fait, épistémologiquement, enfin, à l'époque grecque ou à l'époque romaine, mais le jeu était tendu non pas vers l'exploration d'un intérieur, mais vers la construction de ce qu'on a appelé un ethos, une représentation de soi. Et donc il y avait une prise de conscience très forte du côté de la littérature grecque et latine, du fait que jeu était le résultat d'une construction en public, en fait. Il s'agissait, et l'éthos, et la façon dont vous construisiez votre ethos servait d'argument même dans votre démarche rhétorique. Le jeu qui était donc présent, bonjour pour tous ceux qui ont... Ah putain, bonjour pour ceux qui ont... Je pensais qu'on était tout seul avec Rafa et peut-être Marcel. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vais essayer de développer des petites choses autour de la littérature du jeu. Et je voudrais plus particulièrement évoquer deux textes qui me semblent être des textes importants. C'est d'un côté le Rairaku d'Asano et de l'autre côté le Look Back de Fujimoto, de manga, sur lesquels je voudrais un petit peu revenir, mais que je voudrais éclairer à travers une réflexion autour de la figure du jeu, et donc avoir une petite réflexion sur ce que ça implique de dire jeu en littérature. Et je disais qu'il y avait une espèce de contradiction qu'il fallait bien comprendre, c'est que d'un côté, le jeu semble être une conquête moderne, et que de l'autre côté, il ne faut pas oublier que la littérature a une origine du côté d'un ancrage énonciatif. On est du côté de la profération d'une parole. Que l'ensemble des figures de style qu'on étudie à l'école, par exemple, peuvent se rattacher à un édifice qu'on appelle la rhétorique, qui est en fait un système de pensée de la parole en public. Parole en public qui impose un cadre dit déictique, le jeu ici maintenant, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans le cas d'un ancrage de la parole dans un ici et maintenant. Cet ancrage-là, il passe par la présence d'un jeu. Ce jeu étant quand même le résultat d'une construction que dans la rhétorique on appelait l'éthos, et qui servait elle-même d'argument. Ça va être l'avocat qui va, à la Cicéron, s'investir dans son discours et construire une certaine image de lui-même qui servira d'argument dans son discours. Ça veut dire que le jeu apparaît comme étant à la fois à l'origine et comme objet de conquête de la littérature moderne. C'est quand même assez curieux et spectaculaire. Que faire de ce jeu? Qu'est-ce que c'est que dire jeu en littérature? Les aventures du jeu en littérature, vous le retrouvez dans les textes de Saint-Augustin, dans les Confessions de Rousseau, dans le Cogito cartésien, dans les Essais de Montaigne, etc. Il y a des grands textes de base de la littérature qui tendent à installer la présence du jeu, et même au niveau de la construction des techniques de roman. On a chez La Fontaine l'invention du style indirect libre, et donc derrière les jeux de focale, derrière les jeux d'orchestration de point de vue, la présence d'un jeu sous-jacent. Des techniques de dialogue enchâssé, qui sont déjà présents dès le XVIe siècle. Si vous rapportez les paroles de quelqu'un au subjonctif, ça veut dire que vous prenez de la distance par rapport à ces paroles-là, et que souvent s'insinue dans cette distance-là de l'ironie, alors que si vous les rapportez à l'indicatif, vous les accréditez. Sous-entendu, il y a la présence d'un jeu, d'un narrateur. On pourrait donc faire, le critique littéraire qui s'appelle Desmoris a fait une histoire de la littérature à la première personne en France, et on pourrait très bien faire une histoire de la littérature en France qui trouverait ses origines du côté des textes rhétoriques de Cicéron, de la poésie de Lesbos, ou de Sappho, ou un petit peu plus tard de la construction du jeu, de ce que les critiques littéraires appellent la prosopopée, le masque de mots. La construction du jeu dans le théâtre, jusqu'à Montaigne, etc. Voilà, c'était pour poser un petit peu les bases de cette réflexion-là.
Donc la réflexion sur le jeu, elle est miroitante, elle est complexe, elle fuit quoi, elle fuit sans arrêt. Comment est-ce qu'on peut penser le jeu? Et quelle modernité il a en fait, ce jeu. Voilà, ça c'était déjà pour installer un petit peu pour installer un petit peu le sujet et mon rapport un petit peu personnel avec ça, c'est-à-dire une certaine, comment je dirais, une certaine lassitude vis-à-vis de la façon dont la fac pouvait poser le jeu et une certaine lassitude aussi vis-à-vis des productions de mon époque de jeunesse, en fait, qui était très très marquée éditorialement à ce moment-là par des gens qui disaient jeux, qui racontaient leur vie. De Chloé Delhomme, qui était très intéressante, jusqu'à de la littérature de merde, là, des becs BD, des machins, qui étalaient un jeu qui était en fait plagié, quoi. Ouais, Rafa. Bah oui, j'attends du coup. On va mettre un peu de son en attendant la question de Rafa. La place du roi, évidemment. Ah bah ouais, non, mais la place du roi, en fait. Hein. Mais moi, je suis un fan. Je suis un fan. Mon prof de français, il avait une phrase comme ça. Il disait euh, Céline, il parle la langue de tout le monde, mais personne parle la langue de Céline. Ouais, ouais, non, non, pour moi, c'est un roi, en fait. Ça veut dire que Céline, Céline avait des obsessions de psycho comme Pascal, comme Rousseau en fait au 18e quoi, une espèce de paranoïa, de, 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 de fascisme obsessionnel en fait, qui l'a emmené à être à la fois hypersensible au changement et à la réalité de domination changeante de son monde d'un côté, et, euh, et donc il faut le voir parler du travail à la chaîne, de ce que c'est qu'un médecin, etc. quoi. Et de l'autre côté, du coup, l'invention d'une stylistique en fait. Et c'est là qu'il est intéressant, Céline, c'est que en fait, la, la, la construction du jeu chez Céline, c'est avant tout la construction d'une stylistique propre, quoi. Là, je vous renvoie aux travaux de merde, comment il s'appelle? Que je cite souvent, quoi. Son livre s'appelle Céline et la nausée. Je retrouverai qui traque les obsessions de Céline à travers sa description du mou, du tendre, du visqueux, du gluant, etc. quoi. Ça veut dire que la figure du jeu devient un monde par l'intermédiaire d'une stylistique propre en fait quoi. Voilà, c'est ça, Jean-Pierre Richard. Merci Hugo. C'est ça, c'est Jean-Pierre Richard. Et donc oui, oui, Céline pour moi c'est un roi quoi. Alors qu'est-ce que tu dis non, non. Après, je viendrai un nouveau roman. Est-ce qu'il y a un jeu différent entre celui de Rousseau et celui de Sarraute dans Portrait d'un inconnu? Ou d'Ursenard d'Andrien, etc. Bah si, bah, c'est des excellentes questions, quoi. Alors, ce que je pense, c'est que il y a à partir du moment où vous écrivez «je» dans un texte littéraire, que vous soyez Cicéron ou que vous soyez Nathalie Sarraute ou Asano, le jeu irréalise la personne de l'auteur. Et vous devenez un masque de fiction. Ça, j'en reste persuadé. Ça veut dire que, en gros, pourquoi il n'y a pas de psychologie vraiment dans une œuvre? Parce que vous avez une espèce de cohérence propre de votre texte de fiction qui va s'imposer et qui va entraîner en fait tout votre édifice et qui va faire qu'il y a une autonomie de la fiction en fait. Et que contrairement à ce que dit Ouais, voilà. Et que contrairement à ce que dit Bourdieu, c'est pour ça que c'est compliqué, la littérature, elle n'est pas au milieu du 19e siècle. Coucou Makita. Euh, ouais, je le fais de temps en temps à 18h, même si j'ai eu des problèmes techniques aujourd'hui et que je vais pas streamer très longtemps. On va faire du sport ce soir avec Marcel. Mais à partir de demain, je reprends le rythme 20h30, 21h, quoi. 21h. En fait,
ce que je veux dire, c'est que, du coup, moi, contrairement à Bourdieu, je pense pas que la littérature. Non, mais ce qui est important, c'est que tu sois là, Makita. C'est que d'un côté, la littérature, et donc là, ça me permet de répondre à ta question, Rafa, c'est que la littérature, et même ses pronoms, sont des constructions socio-historiques, et donc oui, le jeu de Pérec peut pas être associé, enfin, peut pas être le même que celui de Cicéron, mais que en même temps, il y a quand même une autonomie de la littérature, quoi, et que à partir du moment où on dit jeu dans un texte, on construit un masque de mots et on construit une stylistique, quoi. Et, euh, et on déploie une logique qui est propre en fait et qui est autonome de la psychologie, qui est autonome du droit, qui est autonome de la logique. Et ça me paraît fondamental. Ça, c'est la première chose. Maintenant, effectivement, les jeux sont différents. Ça veut dire que il y a quelque chose qui est très important, c'est le jeu cartésien en fait, c'est-à-dire qui est quand même un héritage qui est très très fort pour nous, quoi. C'est-à-dire le fait que il y ait un individu qui ait construit une philosophie sur l'extraction d'un sujet vis-à-vis du monde et vis-à-vis du milieu, qu'il est absolutisé et qu'il est considéré qu'on pouvait être un jeu indépendamment du monde, quoi, ce qui est l'un des plus grands et beaux mensonges de la philosophie, en fait, quoi. Et que en plus, il a construit un système rationnel à partir de ça. Le cogito rousseauiste, celui des méditations d'un promeneur solitaire, reste un petit peu dans cette même donnée. Et le jeu romantique, qui est directement lié au Faust de Goethe ou aux méditations d'un promeneur solitaire de Rousseau, c'est un jeu qui reste quand même un peu cartésien. Ça veut dire qu'il a fait abstraction du monde. Ce que je disais la dernière fois, aujourd'hui on peut parler d'écologie. Parler d'écologie, ça implique une séparation de nous avec le monde, un monde qui serait objectif, objet, et qu'il s'agirait de gérer, quoi. On n'est pas dans le monde. On n'est pas dans les relations sociales. On peut être seul, on peut se retourner vers nous-mêmes. Euh, on peut être quelqu'un de différent vis-à-vis dans le contexte amoureux ou dans le contexte social, et on a pu construire la notion d'authenticité en dévalorisant le masque social, ce qui est complètement débile. Est-ce que tout le monde qui a déjà vécu dans un couple sait en fait, quoi, vous n'êtes pas plus authentique dans un couple que dans la vie sociale, juste vous pouvez avoir des façons plus ou moins authentiques de construire votre masque social dans le cadre du couple ou dans le cadre de la vie sociale. Donc en fait, cette espèce d'illusion très occidentale de construction d'un jeu qui soit déconnecté du monde, elle a, elle a beaucoup marqué, mais en même temps, il est évident que on dira à l'époque, euh, comment je peux dire ça, euh, à l'époque moderne. Ouais, faut quand même, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même apporter des nuances en fait. Ça veut dire que il y a eu la création d'un cogito émotionnel qui ressent, etc. au XVIIIe siècle avec Rousseau, quoi. Et vous avez une littérature romantique qui s'est construite contre Voltaire et contre les Lumières françaises. Ça c'est important. Ça va être tout l'édifice du 19e siècle. Et c'est celui qui va permettre aussi la naissance de la littérature moderne. Et donc, du coup, vous avez le jeu de Lorenzaccio face à la Lune, qui veut devenir celui qui aura tué un tyran, etc. Les ruines, le jeu baudelairien, euh, le jeu de Coleridge, là, What if you slept, or what if in your dream you went to the heaven and plucked a beautiful and strange flower, and what if when you awoke you had the flower in your hand. Bon, tout ce romantisme, en fait, qui est peut-être moins intéressant chez Coleridge que chez Hölderlin d'ailleurs, mais vous avez eu la création de ce jeu sensible, ce cogito sensible et tout, etc., qui va fortement marquer le 19e siècle. Et vous avez sans doute un cogito différent, mais qui reste un cogito tout au long du 20e siècle, qui est dans la foulée de l'imposition de l'inconscient par Freud, qui va être le cogito de l'exploration des continents sombres, de l'écriture automatique, du surréalisme, etc.
comment est-ce qu'on situerait le nouveau roman là-dedans? Pour moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'intégration de la nouvelle figure de violence qui a été sentie après la Shoah par ces auteurs-là, qui était le pouvoir gestionnaire, quoi, l'organisation, la gestion des corps, les choses de Pérec, quoi, la gestion des corps, la consommation, etc. Et qui va être articulé avec cette exploration d'un jeu, des traumatismes et de violences qui seraient issues d'un inconscient. Et là, vous avez W de Pérec. Dont on pourrait parler, quoi. Donc, à mon avis, effectivement, le cogito moderne est un peu différent du cogito romantique, qui est lui-même différent du cogito rousseauiste, qui est lui-même différent du cogito cartésien. Mais on est quand même dans l'imposition, dans l'épistémée occidentale d'un jeu, en fait, quoi. La construction et la figure progressive d'un jeu, quoi. Ça, je pense qu'on peut le garder, quoi. Bon, ça, pourquoi pas. Ça, c'est des premières pistes en fait de raisonnement. Donc le jeu qui est à la fois le produit d'une construction socio-historique particulière et en même temps le jeu qui résulte de l'exercice littéraire, et dire jeu, c'est construire une figure octoriale ou narratoriale, quoi, une figure de mots, une stylistique, une grammaire, et que il y a un moment ou un autre, on se retrouve contraint d'assumer le fait que ouais, que le jeu est un mensonge, que le jeu est une fiction, qu'il y a une figure du jeu, quoi. Voilà, je pense que ça c'est important, et c'est le dialogue entre Baudelaire et son âme, Anywhere but out of the world, etc., quoi. C'est voilà, c'est ça qui me paraît important. Donc ça, et là je vous renvoie à d'autres cadres culturels dans lesquels on a d'autres constructions du jeu, quoi. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait quand on a travaillé un petit peu sur la figure du jeu au Japon. Le ningen en japonais est constitué des deux caractères hito, qui veut dire l'humain, et aida, qui veut dire l'antre. Et donc c'est très marqué par cet héritage culturel-là d'un d'un jeu qui ne peut pas être pensable autrement que comme le centre d'une toile d'araignée interindividuelle et liée au monde, et ce que le géographe spécialiste du Japon Augustin Berg appelle la médiance. Le fait que vous ne pouvez pas extraire le jeu japonais de son milieu. En même temps, en parallèle de ça, il ne faut pas exotiser le jeu japonais, et dans les mangas actuels, vous avez aussi le résultat d'une mondialisation des tropes de la culture populaire depuis longtemps, et vous avez surtout dans les textes d'Asano ou de Samura ou de Fujimoto une présence très très forte en fait d'influence occidentale, quoi. Soit au niveau des études, la fascination de Fujimoto pour l'art pictural occidental, Samura, le fait qu'il ait appris dans des écoles de dessin aux États-Unis, je crois, ou Asano, le fait qu'il soit très profondément marqué pour moi, par du cinéma introspectif, et qu'il soit dans cette démarche-là, quoi. Donc voilà, je pense que je peux pas trancher les choses, en fait. Je veux juste mettre en place les éléments, quoi. Je pense qu'il y a une part de construction socio-historique d'un jeu. Je pense qu'il y a une part de ce qui est de l'ordre de la littérature, en fait, d'irréaliser un jeu au moment où vous écrivez jeu, et d'échapper au message, et qu'à partir du moment où vous mettez jeu dans un texte, vous allez avoir le jeu qui va vous échapper, et qui va devenir un personnage, en fait, quoi. Et enfin, sans doute, ces nouveaux avatars dans des littératures qui, a priori, sont plutôt des littératures du il, et qui seraient la littérature du manga, par exemple. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent creuser dans d'autres directions, quoi, mais
c'était l'occasion de poser un peu tout ça. Je sais pas si j'ai été hyper clair. Je le suis pas forcément en fait. Hmm. Pas forcément. Et mais j'ai pas forcément envie d'être très clair sur ces questions. Je pense que à nous de faire ces expériences-là. Parce que dans ce que je dis, il y a des choses qui sont un peu indéniables, quoi. Ça veut dire que la construction socio-historique du jeu et des États-Unis, aux États-Unis et en Europe, c'est quand même quelque chose d'évident, quoi. C'est marrant parce que ça me faisait me poser la question du narrateur dans le manga, tiens. Et là, on y arrive justement. Ça veut dire que moi, je voudrais vous proposer ce soir. Je vais juste le faire avec Asano, hein. Je passerai du temps sur Fujimoto demain. En plus, je sais que toi, tu détestes Fujimoto, Rafa, donc du coup, ça permettra d'échapper à Look Back, quoi, et à Goodbye Erin, quoi. Mais euh, c'est quelque chose que je me suis pris en pleine figure. Ah, d'accord. Ah bah tiens. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Ouais, ça je savais. Je suis assez d'accord avec toi sur les deux premières. Mais ok, ok, d'accord. Je sais bien ce que tu penses de tout ça. Euh, alors que tu vois, moi à l'inverse, je pense que je vais passer mes 6 prochains mois à essayer d'écrire sur Fujimoto. Euh, alors, essayons de reprendre les choses dans l'ordre. On va faire on va peut-être rester sur Asano pour aujourd'hui, quoi. Et puis demain, je développerai autour de Fujimoto. Ça me permet, pour ceux qui connaissent pas du tout, de présenter un petit peu l'œuvre d'Asano et les difficultés que j'éprouve en ce moment à rentrer à nouveau dans son œuvre, quoi. Ça a été une expérience hyper douloureuse, Reiraku, là. Je sais pas comment vous avez traduit ça en français, Hugo. C'est errance, je crois. Errance. Bon. Euh, alors, je vais essayer d'aller dans cette direction. D'abord, moi, le jeu dans un manga, c'est compliqué, c'est premièrement. C'est-à-dire que le jeu dans la BD occidentale, on connaît bien. On connaît bien, et je vous renvoie, je vous ai parlé de David B. ou de Marjane Satrapi, à un exercice d'autofiction en règle et à des personnages enfin, à des auteurs qui disent jeu. Euh, avec un personnage qui est une construction d'eux et tout. Bon, il y aurait tout un travail à faire. Je vous renvoie au travail de Larsenet aussi. Et s'il y a le J, c'est le S. Évidemment. Le J, c'est le S. Et je vous renvoie au travail de Larsenet. Et je suis hyper triste de ne pas me souvenir de ces 4 petits chefs-d'œuvre qu'il a écrits là autour de son père, de Retour au Havre et tout, quoi. Donc il y a Blast, il y a le Retour à la Terre qu'il a fait avec Ferris. Et comment ça le combat ordinaire. Voilà. Bon, toute cette littérature bande dessinée du XXe siècle en France, Satrapi, David B, même Sfar que j'aime pas du tout, Trondheim que je peux pas sentir, mais voilà, il y a de l'autofiction française en bande dessinée, qui passe en général par une espèce de médiation. Euh, Bah ça c'est intéressant aussi, Fab Caro, quoi. Qui passe par une médiation, par une réflexion en fait sur la médiation du jeu dans le manga. Et donc du coup, qui est souvent, ça fait effectivement des objets qui sont très intéressants. Et je vous en renvoie notamment à l'Ascension du Homad de David B, qui est une bande dessinée dont je suis absolument fou, quoi. Donc, je suis vraiment complètement dingue. Au niveau du manga, c'est plus complexe, quoi. Ça veut dire, on a des jeux de mise en abîme dans le manga. On a des jeux de mise en abîme assez tôt en fait, et je renvoie à, on a ça dans comment ça s'appelle, dans Ayako de Tezuka, où on voit Tezuka arriver assez régulièrement dans son manga et se faire jeter, et on a un auteur un petit malin comme Adachi qui reprend cette figure là de l'auteur qui intervient, qui casse le 4e mur et qui fait des petits commentaires sur la section, une façon d'introduire du jeu. Mais en fait, c'est pas du tout une façon d'introduire du jeu, c'est juste une façon de jouer avec son médium, comme Fred à travers Philémon ou Marc-Antoine Mathieu à travers Julius Corentin Hackfack, 2 auteurs de BD françaises, ont pu le faire en France. On joue avec le médium. Ça m'intéresse pas, ça. Ça m'intéresse pas. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est... et effectivement, c'est par la voix off. Alors, Rafa, tu vas être servi, quoi.
parce que je pense que la double révélation voix off, je l'ai eu à travers des animés, et ça a été dans Kaleshi Kano Yonojiro, qui est un animé qui est tiré d'un manga comment ça s'appelle, de Tsuda, qui a été traduit en français par Entre elle et lui, je crois, et qui est un manga de Genax, un manga d'Anno, juste après Evangelion, qui est pour moi la vraie merveille d'Hideaki Anno, et dans lequel, sur la fin, vous avez une voix off. Et c'est une voix off qui ressemble à la voix off qu'il y a, si un jour vous avez la pêche et que vous voulez regarder les films que Rob Grillet a pu faire avec René dans les années 60, notamment le truc à Marion Bad, là, qui commence comme ça avec une voix off très froide, qui parle de l'agencement des pièces et tout, etc., qui nous décrit les règles d'un jeu et tout. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Et donc cette voix off, en fait, cette voix off très très froide, quoi, ça m'a marqué. C'est une voix off que vous retrouvez dans l'œuvre préférée de Rafa, qui est Hunter x Hunter, et dans son adaptation, et notamment dans la partie Chimera Ant. Vous avez cette voix off qui commente, et notamment qui commande du temps, et qui... Vas-y, fais-nous une valse, un truc genre « Adieu Twitch ». Donc du coup, non mais ça va vite passer, respire, ça va vite passer, j'ai pas envie de parler d'Hunter x Hunter ce soir, ouais voilà, je vais pas parler, il y en a qui l'ont mis sur leur tasse, nous avec Marcel on va se faire des mugs avec avec Adieu Twitter, donc non, je passe vite dessus. Pourquoi passer par la voix off alors que je suis en train d'évoquer la présence d'un jeu? A priori, la voix off, en fait, ce qu'il y a de plus éloigné d'un jeu, quoi. Ça veut dire que la voix off, c'est un commentaire technique, quoi. C'est une didascalie, quoi. Ça exprime de la dilatation de temps, ça exprime, certes, une espèce de savoir omniscient qu'auraient pas les personnages et tout, quoi. Une voix off, quoi. On peut réfléchir, quoi. Pourquoi la voix off serait la présence moderne d'un jeu aujourd'hui? Est-ce qu'on a de l'exploration d'une individualité? Est-ce qu'on a de l'introspection psychologique? Est-ce qu'on a une démarche art thérapeutique à l'intérieur de la mise en scène de cette voix off? Et je voulais vraiment partir de ça. Et je voudrais vous le montrer, la présence de cette voix off, dans un manga dont j'ai déjà un petit peu parlé, qui est un one-shot. Alors je vais essayer d'être cryptique pour pas trop vous spoiler. C'est un manga d'Inyo Asano, c'est un de ses premiers mangas. Je sais pas si Meloku il est dans le chat là, il aurait pu nous le dire. Mais c'est un des premiers mangas d'Asano et ça s'appelle Ikari no Machi. Ça s'appelle Le Quartier de la Lumière. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, a priori, Le Quartier de la Lumière, c'est un one-shot qui est en 8 ou 9 chapitres. Et a priori, dans Le Quartier de la Lumière, assez vite, on a quelque chose de l'ordre de l'autofiction ou de l'ordre de l'autobiographie. Je ne vais pas ce soir définir la différence entre autobiographie et autofiction. Pour moi, l'autobiographie n'existe pas à la limite, seule l'autofiction existe. Et donc, vous avez, dans Ikari no Machi, vous avez un mangaka. On va changer de scène, on va se mettre bien, comme on dit. Vous avez un mangaka qui va débarquer, et peut-être aujourd'hui on fera juste ça, quoi. Qui va débarquer dans un nouveau quartier et qui cherche une maison. Alors je regarde juste si au moment des doubles planches. Alors ça on va le virer. Hop, on va se mettre bien, hein, comme on dit. Voilà, ça on va le mettre tout en bas. Et ça on va le relever un petit peu. Voilà. On est pas mal là. On est pas mal. Et donc Ikari no Machi est un one shot d'Inyo Asano, quoi, qui est
construit, et c'est la première fois qu'apparaît ce qui reviendra dans son récent Errance ou dans DDD, Dead Demons Destruction, ou dans son chef-d'œuvre Poon Poon, c'est la présence de ces carrés noirs en fait, et de cette espèce de voix off, quoi, souvent très poétique en fait, et assez rarement assumée à la première personne, sauf dans Poon Poon où de temps en temps effectivement on a la présence d'un jeu. Et donc on suit ce mangaka qui vient d'arriver dans une nouvelle ville et qui cherche un appartement, et qui la veille a fait la teuf avec ses copains mangaka. Ils ont fait la teuf, ils ont foutu un petit peu le bordel. Et donc on va suivre, c'est présenté dans le premier chapitre, mais je vous spoil pas trop, donc je vais vite. On va suivre ce petit garçon Taiki qui discute avec un chat. On va suivre le mangaka et ses amis, le mangaka cherchant à s'installer dans ce nouveau quartier, venant avec sa copine. Et on va suivre un petit garçon qui a une mission très très particulière. Il est messager, ça veut dire que il fait partie d'une espèce de site, il est dans un site quoi, et il règle le nécessaire au moment où quelqu'un se suicide. Et il récupère les téléphones portables, etc. Il a un nom, Rafa, si tu t'en souviens, on avait cherché le mot en anglais. Je me rappelle plus. On l'avait cherché ensemble en anglais ce qu'il voulait dire. Alors, donc j'ai déjà parlé de ce manga, mais là je vais en parler un petit peu différemment pendant la demi-heure qui me reste, quoi. Et demain je développerai un petit peu tout ça. Ikari no Machi. Bon, mon site à la con, il y a toujours du cul un peu qui pop-up, quoi. Désolé pour ça. Donc l'arrivée dans ce nouveau quartier, ses copains, la teuf qu'ils ont pu faire la nuit, et le premier lieu qui va appartenir à la géographie de cette ville, qui est comment on appelle ça, le distributeur de boissons. On va avoir le distributeur de boissons. Je voudrais juste vous montrer un petit peu les lieux. Vous allez avoir les immeubles verticaux. Vous allez avoir un petit circuit qu'on peut faire en bus ou en taxi qui vous emmène dans le petit quartier d'à côté et qui vous ramène, parce que là, le quartier vous aspire sans arrêt. Vous allez avoir l'immeuble du héros que je vais vous présenter. Alors, je passe un petit peu vite sur tout ça, hein, vous découvrirez tout ça, quoi. L'immeuble du héros qui est ici, City of Light. Ikari no Machi, c'est City of Light. Et lui, son nom, c'est... Ah voilà, c'est ça. I'm an overseer. Et le jeu des balcons. Et la géographie des balcons, qui va être très très importante. L'arrêt de bus, la géographie des balcons, le circuit qu'on peut faire en bus ou en taxi et qui vous ramène sans arrêt au même endroit, le distributeur. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre, et le terrain de jeu. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous allez avoir la construction d'un jeu comme une espèce de toile d'araignée de certains motifs. Et l'exploration d'une psychologie ou d'une extériorisation par la construction d'un lieu. Et là, ce qui va se jouer de votre subjectivité, de votre moi, de votre conscience, etc., ça va être une question de vitesse, de seuil, d'intensité, de tension, c'est-à-dire à quelle vitesse on arrive à sortir du quartier et on est ramené dans le quartier, à quel rythme tombent les gens des balcons, à quel moment de la journée on va chercher une canette dans le distributeur. Et finalement, la construction de cette rythmicité-là, de ce temps, de cette dilatation du temps-là, de ces effets de seuil et tout, elle est là. La construction du jeu. C'est ça que j'essaye de faire comprendre, en fait. C'est comme ça qu'on travaille en littérature. Je voudrais vous relire, donc désolé pour ceux qui l'ont déjà un petit peu entendu, ce que j'ai pu écrire à l'époque sur ce sujet. Je vais dans mon petit blog de merde, là. Je voudrais vous retrouver et en fait aller dans cette direction-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un jeu. Alors, je vais aller vous le chercher. Hop, normalement, il est là. Voilà. Vous allez avoir un jeu
Non pas au moment où vous allez avoir un personnage qui dit je, mais au moment où votre personnage va... Oh, il est dédicacé à Joanne, dis donc, cet article d'il y a quelques années. Vous allez avoir un jeu, voilà, Overseer, t'as vu, on l'a revu là. Vous allez avoir un jeu au moment où vous allez avoir ce travail d'extériorisation et cette organisation d'un monde. À partir du moment où vous organisez un monde qui a sa cohérence, qui soit un tableau de Kandinsky ou un roman de Zola, et où vous lui donnez une rythmicité, une résonance, des fréquences, des seuils, c'est ça jeu en fait, quoi. Il est là, jeu. Celui qui en parle très très bien, c'est Hideaki Anno quand il décrit Évangélion et qui dit que il faut savoir que Hideaki Anno fait Évangélion au moment où excusez-moi, au moment où il suit une psychothérapie en fait en pleine dépression quoi. Et il dit qu'en fait c'est des tentations, des pistes, des morceaux d'extériorisation qui sont les personnages, les lieux, comment ça s'appelle, les panneaux télégraphiques, la fumée, Asuka, Shinji, le design des robots, le lien entre le mécanique et l'organique, voilà, tous ces éléments-là. Et il s'agirait pas de donner une dignité supplémentaire au personnage sur un élément de décor, en fait. Il s'agit pas de tomber dans le piège de la psychologisation d'un personnage. Dire je, c'est construire un univers qui a ses coordonnées propres et un poteau télégraphique qui résonne avec un escalier qu'on prend pour descendre et la fréquence des corps qui tombent des balcons. C'est tout ça en fait, c'est toute cette machine là en fait qui compte quoi. Et le personnage est pas forcément un élément qui doit être privilégié par rapport à d'autres. Désolé, hein, c'est des choses qui sont pas forcément évident que je raconte là. J'espère que je suis pas trop. C'est clair que quand on essaye de s'extraire de la littérature, ça donne des messages et les personnages, ils ont une psychologie et on devrait tel personnage est problématique, etc. Bon, on se retrouve un petit peu désarmé quoi. Je vais essayer de vous le montrer en live. Donc la dernière fois, j'avais lu ce texte-là, mais je pense que personne n'a entendu ce truc-là, quoi. Autour de la façon dont on accédait jusqu'à la ville. Du coup, là, je prends une autre entrée dans mon texte en allant du côté de la construction d'une intériorité, la construction d'un jeu. Et je vais vous le montrer à travers les différents éléments qui sont présents. Ok. Il y a au moment où Madame Bovary dans Madame Bovary a un gâteau, Flaubert s'est bien amusé en fait à décrire les différentes étapes d'initiation de Madame Bovary dans les différents étages du gâteau. Le critique littéraire Jean-Michel Maupoy parle de lyricisation du paysage. Le lyrisme, c'est l'expression des sentiments d'un jeu. Et pour Maupoy, chaque élément de décor d'un roman du 19e siècle tente à être aspiré en tant que élément d'expression d'émotion lyrique, quoi. Moi, je serais pas d'accord avec lui, mais je trouve que c'est assez intéressant. Moi, je pense que c'est pas ça, c'est que c'est beaucoup plus largement que ça, en fait, quoi. C'est que le jeu devient le paysage. Le jeu devient le devenir de chaque personnage. J'ai noté, comme chez Poe ou Bradbury, la ville est un mécanisme livré à une inertie. On arrive à lire. Hop, on va se mettre comme as. Là, on est bien, là. Je dois vous ennuyer avec mes trucs. Je suis un peu obscur ce soir. Mais honnêtement, je crois un petit peu à ce que je dis, en fait, quoi. Comme chez Poe ou Bradbury, alors je vous engage à lire ce qui est pour moi le plus grand roman de science-fiction de l'histoire, en fait. C'est, moi, je suis un très très grand fan des chroniques martiennes de Bradbury. Et pour moi, les chroniques martiennes de Bradbury, c'est des poèmes, en fait. Chaque chapitre est un poème, quoi. Et à la fin des chroniques martiennes, il y a la description d'une maison en fait qui fonctionne toute seule après le départ des colons. Comme chez Poe ou Bradbury, la ville est un mécanisme livré à une inertie, un mobile soumis à la révolution des corps, une valse plus qu'un ballet des choses, le vertige d'une lente entropie. Les dynamiques presque imperceptibles de ces choses se font écho les unes aux autres, articulées autour de ces quatre concepts. Le suspens, la chute, la trajectoire et le circuit. Pour moi, si on lit ce truc-là, c'est ça. D'abord, il y a la plateforme,
où végètent les êtres entre les mondes et les murs, à l'abri. J'ai pensé que derrière une de ces fenêtres, il y avait peut-être ma chambre, mais je n'ai pas réussi à me la rappeler clairement. Sur les hauteurs et derrière les vitres en suspens, monde provisoire de l'attente et du départ programmé. Voyez comment est-ce qu'on construit un univers, quoi. Comment est-ce qu'on l'organise, comment est-ce qu'on fait de la carte, quoi. On a 4 dynamiques, le suspens, la chute, la trajectoire, le circuit. Et là, ensuite, hop, on a des éléments qui sont des repères dans le truc, la plateforme, sur les hauteurs derrière les vitres en suspens, monde provisoire de l'attente et du départ programmé, l'abribus, le toit des immeubles, les chambres d'appartement, point haut ou rasant d'où on ne voit rien, mais duquel on se penche, lieu où l'on peut être surpris ou rattrapé, confondu mais jamais convaincu. On attend le bus, on arrose des mini-tomates flétries, on se prend, on étrangle, on joue, on tire sur les stockers. Dans ces lieux, rien n'est décidé et l'acte est rendu au geste vain, suspens insupportable du sens, quand fuir c'est foncer ou oublier, ou partir, ou errer, ou déjà revenir. Et puis il y a le ciel, il y a l'immeuble et la gravité des corps qui vertige chute, il y a le distributeur de boissons qui orchestre les cascades mais au pied duquel ce qui chute n'a jamais appartenu au ventre de verre, un tube de mayonnaise, un téléphone, une étoile. Il y a ce jeu, le Jenga, dominos, miniature, etc. L'itinéraire de ces choses mime le rétrécissement du monde jusqu'au désir de lendemain des hommes. Et il y a l'invisible fil qui relie les êtres. Ariane tendue par les canons de flingue, les antennes des téléphones ou la trompe de ce queue éléphant arrosoir. Ces objets, on les tend vers ou on les abandonne pour. Ils menacent mais ne tuent pas. Ils sont traces de culpabilité et marqueurs de complicité. Ils sont la preuve mais toujours disparaissent ou se dérobent aux vérités. Je vais m'arrêter là. Ce que j'essaye de dire là, c'est que dire je aujourd'hui en littérature, dans un manga ou dans n'importe quelle œuvre, c'est mettre en place une cohérence. Moi, je crois avoir découvert la cohérence d'Ikari no Machi en ayant repéré des lieux qui me paraissaient importants, des lieux de base, et un certain nombre de mouvements. Et c'est ce qui va se passer entre ces lieux et ces mouvements-là qui vont décrire une rythmicité, en fait, et que c'est ça le jeu. C'est ça que j'essaye de dire. C'est ça le jeu. Et pour moi, Asano, à la fin de son manga, enfin, à un certain moment de son manga, mais il y a plein de choses, donc ça, c'est pas grave, vous pouvez lire, ça part un peu dans tous les sens, un objet très poétique, quoi. Mais je voudrais vous montrer le dialogue entre le chat, le chat et Taiki, et le petit garçon. Alors, je vais vous trouver ça. Juste ce dialogue-là. Alors, est-ce qu'il est dans le chapitre 8 ou est-ce qu'il est dans le chapitre 9? Il va être dans le chapitre. Parce qu'il y a un truc à pas spoiler, parce qu'il y a vraiment une histoire. Mais vous allez voir que le dialogue entre le chat et Taiki, il n'y a pas de souci, on peut aller se spoil ça, quoi. Voilà. C'est magnifique au passage. Hein. Hop, je vous le mets. Et pour aujourd'hui, à la limite, on restera un peu sur ça, quoi. J'étais dans le bus. C'est ça qui est important. J'étais dans le bus. J'étais dans le bus. Je rebondissais doucement là dans ce bus et tout, etc. Et donc c'est le chat. C'est le chat qui conduit ce bus, quoi. Et il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à l'intérieur. Je me le mets devant les yeux. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à l'intérieur de ce bus et qui, pour moi, est le secret qu'Asano donne dans la quête de ce qu'est un jeu. Alors, je vais vous retrouver tout ça. Hop, article précédent. Voilà, je vais mettre devant mon texte. Hop, ça va être là. Ça va être un petit peu après. Voilà, c'est là. Alors, regardez ce qui va se passer. Bon, je peux pas me souvenir ce que je faisais vraiment dans ce bus et tout, etc. Le bus qui s'envole. Voilà. Bon. Vous avez toute la vie du quartier. That's because I'm you. Is it possible that you are me? L'interaction entre le jeu et le tu. Hop. Et la sortie du bus. Et là, alors est-ce qu'il va y retourner? Voilà.
C'est là. Tu peux pas errer dans ce bus pour toujours. There can't be anything here, not even a meaning. Look, just because you and I are here, shadows have started to form. Seulement parce que nous, toi et moi, sommes là, il y a des ombres qui viennent de se constituer. Il y a maintenant une frontière entre toi et moi. Souvenez-vous, au niveau mythologique, comment fonctionnent les mythes de création de la Terre, par exemple, chez les Grecs. Il faut qu'à un moment, il y ait une distinction entre le féminin et le masculin, là, qu'il y ait une dissociation qui existe, une frontière qui existe, pour qu'il y ait un haut et un bas, et qu'à partir du haut et du bas, vous ayez un monde qui puisse commencer à exister. De la même façon, dans l'Énéide de Virgile, vous allez avoir un moment, une frontière qui va être tracée, un temple qui va être tracé. Regardez. J'ai un peu réfléchi et j'ai dit ceci, je ne peux pas rester ici pour toujours. Alors le chat, chauffeur de bus socratique mais aussi seul animal du bestiaire traditionnel japonais à être capable de métamorphose avec le tanuki, répond au jeune garçon. Non, ici il ne doit rien y avoir, pas même un sens. Regarde, tu es avec le chat et du coup une ombre s'est formée. Causalité machinique délirante et graphique, ombre volute de l'ombre terrestre. Par exemple, tu vois cette ligne a priori est dépourvue de sens. Elle devient une frontière entre le chat et toi. Le temple redécouvert au terme de l'absurde errance. Et si on complique encore un peu la chose, vous allez avoir, if for example there is even this seemingly pointless line, there's now a boundary between you and I. In other words, it becomes like this. Hop, la frontière, le haut et le bas, la chute. La chute qui renvoie à l'intégralité du récit qui a été construit poétiquement par Asano. La chute, les corps passent leur temps à tomber dans ce récit. What are you? Qu'est-ce que tu es? Vous voyez comment est-ce qu'on interroge le jeu? C'est comme ça qu'on fait de la littérature. On n'interroge pas le jeu en se disant par complaisance, ouais, j'ai eu le courage de m'affronter moi-même, mes défauts, mes machins, et au bout de cet exploit. Non, c'est pas ça dire jeu. C'est pas ça dire jeu. Je construis cette espèce de toile d'araignée dans lequel je vais me retrouver piégé. The cat just watches a world that will someday end, that's all. Where am I to go from there? The only one who could say this, nana, et l'étoile filante qu'on voyait au début. Je vais essayer de reprendre tout ça. Il y a une référence à un texte qui est très important, qui est un texte de Platon qui s'appelle l'Alcibiade, l'Alcibiade premier. Dans l'Alcibiade premier, vous avez un miroir. La grande question de Platon dans l'Alcibiade premier, c'est la connaissance de soi. Qu'est-ce que c'est que se connaître soi-même? Ok. Sauf que c'est pas le Medenagan, le connais-toi toi-même qui est sur le fronton du temple de Delphes. C'est une autre façon de rentrer et de se comprendre soi-même. Vous allez voir. La médiation du miroir autorise cette connaissance de soi qui se dérobe à l'intuition. Ouais, c'est ça. Gnocchi Théotone. La médiation du miroir, donc c'est l'autre que le Medenagan. Vous allez voir. La médiation du miroir autorise. Donc en gros, la question que je pose, c'est qu'est-ce que c'est dire jeu en littérature? Et ce que j'essaye de dire, c'est aujourd'hui que dire jeu en littérature, c'est pas prendre courageusement la parole pour aller explorer ces continents sombres. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous construisez un monde. Ce monde-là, il trouve son autonomie, sa rythmicité, ses seuils. Ça peut être un monde avec des bancs et des corps qui tombent sur le banc. Ça peut être une baleine qu'on poursuit. Ça peut être des anges qui interviennent épisode après épisode et qui essayent d'attaquer un centre névralgique de l'humanité qui est transformé en une tragédie, en un huis clos shakespearien. C'est ce que vous voulez. Vous construisez un piège. Ok, ça, faire de la littérature. Vous construisez un piège, vous construisez une machine. Une fois que vous avez construit cette machine, alors ça peut être ce que vous voulez, hein, ça peut être sur la base d'un match de baseball, d'une romance, d'une rencontre, ce que vous voulez, quoi. Une fois que vous avez construit ce piège-là, que vous avez construit sa rythmicité, sa vraisemblance, ce qu'on appelait au XVIIe siècle la vraisemblance. Ok. Vous laissez quelque chose comme un piège se refermer. Une entropie se réaliser. Ce monde-là, c'est un Big Crunch, c'est pas un Big Bang. Des événements vont converger
dans Mrs. Dalloway, l'intégralité des personnages converge jusqu'à l'escalier final ou jusqu'à l'arbre final. Le poète, la dame de maison, etc., etc. Ah, je connais pas, moi, je connais pas ça. Et je sais pas sur quoi t'es pas d'accord. Je connais pas ces deux livres. Sur la question Big Bang, Big Crunch. La vraie question, c'est est-ce qu'un récit, c'est un Big Bang? Ça veut dire c'est un espace d'expansion. Ou est-ce qu'un récit, c'est une toile qui va être une entropie, en fait, un piège qui va se refermer. Pour moi, quand on construit une vraisemblance, on finit par construire un piège, en fait, qui finit par tourner autour de lui-même et par retourner vers un point, qui est moins l'origine que le jeu. C'est ça que j'essaye de dire. Ouais, je vais aller au bout de mon truc. La médiation du miroir autorise cette connaissance de soi qui se dérobe à l'intuition immédiate. C'est mon texte, hein, ça. Si, pas plus que l'œil, l'âme ne peut se voir elle-même, il lui est du moins possible de voir quelque chose qui lui est semblable, et par ce détour de se connaître elle-même. C'est le texte de l'Alcibiade Ier de Platon. Le miroir est bien cet objet vu qui permet de se voir soi-même. L'œil d'autrui nous offre un miroir. Platon dit, ou Socrate, comme vous voulez, qu'est-ce qui, dans le corps d'autrui, me permet de mieux me comprendre, de me voir? C'est l'œil, qui est aussi un miroir à travers lequel je peux me voir. Et donc, je me vois à travers la partie du corps qui est très particulière, qui est celle de l'œil, en fait, qui est la partie réflexive, compréhensive de l'autre, quoi. Le miroir est bien cet objet vu qui permet de se voir soi-même. C'est dans 132D, pour ceux qui veulent aller relire le texte de l'Alcibiade, ou lire. L'œil d'autrui nous offre un miroir, je suis rouillé en grec, katortorn, qui nous renvoie à notre image, eidokon. L'eidos, c'est l'image. Le paradigme de la vision supporte l'interrogation sur la connaissance de soi. Pour se connaître elle-même, l'âme doit regarder une autre âme et plus précisément se tourner vers le phronein qui en constitue la part divine. D'après Platon et le miroir de l'âme de Daniel Giovannangeli, qui est un excellent lecteur de Platon. Voilà ce qui se passe, miaou. Pourquoi ce garçon me connaît-il? C'est normal, c'est parce que je suis toi. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que l'enjeu de la connaissance de soi dans la littérature, ça serait la construction de cette machine qui serait un autre, qui serait un étrange, qui serait... ce qui est important, c'est que ce soit un autre, en fait, et qu'il ait cette rythmicité, qu'il soit un monde, en fait, quoi. Et je pense que du côté de l'auteur, la seule façon d'aller se piéger, c'est d'établir et de construire cet autre, qui va résonner, etc. La frontière est devenue l'arête d'un cube, le chat est sur le promontoire, l'autre emporte dans la chute née de la perspective. Asano se moque bien de trouver la moindre certitude relative à la connaissance de soi. Ce qui l'intéresse ici, c'est que lorsque l'on se cherche dans le regard de l'autre, la frontière qui nous sépare de cet autre dessine les contours d'un lieu de suspens, promontoire, phare ou mirador. La gravité des corps précipitera l'illusion d'être pour autrui, qu'on semble avoir conquis dans la vanité du sens, chute et éternel reconnaissement. Ce qui l'intéresse dans son propre Alcibiade Ier, c'est le miroitement lui-même. L'être chatoie dans les doutes de l'autre. La cosmologie d'Asano nous révèle une quête de résonance et non de vérité. Ça, c'est la quête propre à Asano. Ça veut dire qu'en gros, qu'est-ce que c'est faire de la littérature? Après, je m'arrête là, je vous livre ça. C'est pas aller plonger au fond de soi-même, ça c'est une illusion ou un mensonge, ça n'existe pas au fond de soi-même en fait. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la confrontation avec l'étrange, avec l'autre. Et dans l'effort de construction d'un autre, vous construisez en même temps un piège dans lequel votre jeu va venir rebondir et va venir trouver ses propres frontières, ses propres miroitements, ses propres jeux. Et donc, essayez en fait d'appréhender la subjectivité dans la littérature moderne, c'est d'accepter le fait qu'elle construise ces machines-là, en fait, de comprendre les rythmicités propres à ces machines-là. Et ensuite, là, par exemple, dans le cadre de, après, chaque auteur a son, il est évident que dans Le Vieil Homme et la Mer, il y a la quête du poisson. Du côté de chez Virginia Woolf, il y a cette ronde de ces personnages qui partagent des traits complémentaires. Voilà. Après, chaque auteur va avoir sa vérité propre, en fait, quoi.
Mais je pensais, et c'est ça que je voulais dire ce soir, en fait, en prémisse à ce travail que j'essaye de mener sur le jeu, quoi, c'est que on aurait tort de chercher, en fait, on a tendance à, quand on lit un texte, à essayer de chercher, il est où l'auteur? Et donc, on va chercher, comme on chercherait un easter egg, quoi. On va chercher des éléments de sa vie. Est-ce que dans Look Back, il n'y a pas une présence de l'incendie de KyoAnime dans le texte, et donc cet événement autobiographique fort, il essaye de l'exorciser dans ce texte et tout. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut travailler, en fait. Si vous voulez aller chercher un jeu autour de la subjectivité, je pense qu'il faut essayer de rentrer dans comment est construit cet univers, comment cet univers fonctionne comme machine, ses rythmicités propres, etc. Et effectivement, pour moi, ces machines-là, euh, ces machines qui sont d'ordre exploratoire, c'est pas des Big Bang, c'est pas des œuvres qui s'ouvrent, c'est pas les pics en fait, c'est des œuvres qui se referment. Voilà. Et que l'auteur, nous-mêmes, allons nous retrouver piégés en fait dans le point d'origine qui va être défini par le fait que cette œuvre elle se retourne sur elle-même. Voilà. Pour moi, c'est ça qui se passe dans cette littérature dite d'exploration subjective. Et ensuite, il peut y avoir du dépassement de soi, une fois que vous êtes arrivé, vous savez, c'est ce qui explique l'auteur de science-fiction que j'aime beaucoup, qui a écrit H2G2, je me rappelle plus son nom, il explique que pour voler, en fait, il suffit de trébucher et au dernier moment de rater le sol. Voilà, ouais, Douglas Adams. Pour moi, c'est ça, en fait, le travail de la littérature moderne. C'est le fait de se construire un sol, de trébucher au dernier moment, de rater le sol. Et effectivement d'échapper aux différentes vrilles. Mais c'est une proposition que je fais. Allons chercher du côté de la construction des univers. Allons chercher du côté de leur ordre propre, leur fonctionnement, plutôt que d'essayer d'aller chercher des traces d'une subjectivité, d'un jeu, d'une introspection à l'intérieur d'un texte. Voilà, bon, c'était un peu perché ce que j'ai voulu faire ce soir, hein, excusez-moi, quoi. Mais encore une fois, je suis pas là, moi, pour délivrer un savoir universitaire, je suis là pour partager des intuitions, des sentiments, des émotions, etc. C'est ce que je fais depuis le début, en fait, quoi. Des fois, j'essaye d'être rigoureux quand je mets en place un cadre de sciences sociales, et là, je l'ai fait quand même, je pense, avec la présence du jeu, quoi. Mais je voulais affronter le truc, en fait, pas reculer derrière cette espèce d'intuition voilà, que j'ai, quoi, qu'effectivement, on prend pas le problème du bon côté, quoi. On va chercher des easter eggs là où on devrait explorer des mondes, en fait, quoi. Mais voilà, hein, c'est une réflexion qui va à contre-pied de la manière dont on aurait tendance à rentrer dans quelque chose comme Look Back, c'est clair. Mais c'est pas inintéressant du tout comme... Ah bah c'est gentil, merci Hugo. Ok, bah voilà, c'était... voilà. Et même, j'ai envie de dire, moi je lis Look Back comme ça. Voilà. Oubliez pas que regardez, quand elle va dans le couloir, et je finirai sur ça pour aujourd'hui, je parlerai de Look Back demain soir, quand elle va dans le couloir, il y a les fenêtres qui représentent la bande dessinée, quoi, en blanc au début du manga et en surimpression en noir de l'autre côté. Et vous pouvez comme ça, à travers le travail des fenêtres, des cadres, des obliques, etc., repérer les principes de construction de cet univers, en fait, quoi. Et l'obsession anthropique de la bande dessinée qui est présent dans la construction de cet univers-là, quoi. Et donc, ouais, moi, j'appréhenderais ça comme des univers qui ont des rythmicités propres, des seuils propres, des vitesses propres, des intensités, des seuils propres, mais qui restent dans le cas, dans certains cas, ceux de l'exploration du jeu, comme des machines anthropiques, quoi. Et ce qui n'est pas One Piece ou ce qui n'est pas d'autres œuvres, hein, mais je pense qu'on est face à des machines anthropiques, quoi, et qu'il faut accepter de jouer ce jeu de l'entropie. Et de temps en temps, plonger vers l'origine, quoi, comme Asano, comme Taiki devant le chat à la fin du récit d'Asano. On fait la vrille, on arrive à sortir de ça, quoi, et on a travaillé
on a réussi à faire ce travail sur soi, où on se retrouve se complaire dans cette recherche de l'origine, quoi. Mais encore une fois, en ce moment, j'écris une partie de mon mémoire sur la question du jeu, justement. Ok, bah ouais. Bah après, c'est pas moi, c'est juste une petite proposition philosophique que je fais. Mais j'aurai l'occasion de la développer plus avant demain. Cette fois-ci, je repartirai sur des choses plus simples et tout, et sur la description d'un univers. Aujourd'hui, j'avais envie d'affronter ce truc-là, de tenter le coup, quoi. Voilà, voilà, de partager ça avec vous, quoi. Bah, je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont pu avoir le courage de suivre cette petite heure avec moi, quoi. On se revoit demain, quoi. Merci Rafa, vraiment, c'est gentil, quoi. Parce que j'étais pas très sûr de ce truc-là, quoi. Mais j'avais l'impression que, enfin, j'avais envie de partager ça, voilà. J'avais envie de partager cette intuition-là, quoi. Mais après, moi, je suis pas un philosophe, il faut que je la reconstruise, en fait, quoi. Je vous souhaite une jolie soirée, plein de courage à chacun. Et donc, effectivement, bah, pour ceux qui ont la pêche, on peut se retrouver demain, quoi. Ouais, c'est cool si ça tient, quoi. Des bisous, Marcel. Et donc, des bisous à ceux qui ont pu être là. Demain matin, 8h, 10h, Marcel Duchemin, la meilleure revue de presse du... Ah non!